À travers l'escalade récente de la tension au Moyen-Orient, il y a une chose en particulier qui a attiré l'attention de certains observateurs, et c'est l'efficacité redoutable du fameux bouclier antimissile israélien, le dôme de fer. Dans le plus récent échange, il y aurait un taux de réussite d'environ 90%, un chiffre très disputé d'ailleurs. Mais quand même, la leçon qu'on retient, c'est que l'équilibre de la force entre deux adversaires peut être considérablement bousculé par la présence d'un bouclier antimissile. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment fonctionne la technologie, quelles sont ses forces, mais aussi ses contraintes et ses limites, pour examiner à quel point elle fonctionne réellement. En terminant, on aura l'occasion de discuter des nouvelles menaces ainsi que des technologies émergentes qui représentent le futur de la défense balistique. Mais d'abord, il faut comprendre de quoi il est question. Quand on parle de défense antimissile, on fait référence à l'interception d'un projectile avant qu'il atteigne sa cible, en le frappant avec un autre projectile lancé dans sa direction. Missile contre missile. Ça peut avoir l'air rudimentaire, mais c'est en fait une capacité militaire extrêmement difficile à maîtriser qui, encore aujourd'hui, même pour les armées modernes, relève presque de la magie noire. Car pour réussir une interception, il n'y a pas de secret. Il faut de la précision, un équipement parfaitement calibré, mais aussi beaucoup de chance et des conditions idéales. Pour bien comprendre, prenons l'exemple du dôme de fer en Israël. Le processus est relativement simple. Lorsque le radar détecte une salve de roquettes en direction d'Israël, il calcule la trajectoire de chacun des projectiles pour d'abord déterminer s'il vaut vraiment la peine de les intercepter. Si un projectile se dirige vers un centre de population ou un point d'intérêt militaire, le système ordonne le lancement de 2 missiles pour l'intercepter. Il faut savoir que chaque missile Tamir coûte plus de 50 000 $ américains, donc vaut mieux prioriser les bonnes cibles et surtout ne pas tirer pour rien. Lorsque le missile est lancé, il essaie autant que possible de s'aligner avec la trajectoire de sa cible pour passer directement à côté, puisque la charge de détonation se trouve environ au centre du missile et que celle-ci explose en direction latérale. Ça peut avoir l'air technique, mais c'est très important. Ça veut dire que pour avoir la moindre chance de stopper un projectile, l'interception doit se faire presque face à face. Lorsque vous regardez des images recomposées des échanges entre le Hamas et Israël, vous voyez très clairement les ajustements de dernière minute apportés par le missile Tamir lorsqu'il constate que sa trajectoire n'est pas optimale. Le résultat, c'est que des roquettes réussissent régulièrement à percer le ciel israélien et que plusieurs observateurs remettent en doute le fameux taux d'interception de 90% qui est avancé par le gouvernement israélien. La réalité, c'est que la défense antimissile est loin d'être une science exacte et que chaque type de projectile présente des défis particuliers. Pour les missiles à courte portée, comme les roquettes, le plus grand défi, c'est le temps. En quelques secondes seulement, il faut détecter le projectile, calculer sa trajectoire et l'intercepter. L'avantage, c'est que les projectiles arrivent à une vitesse relativement faible et qui suivent une trajectoire prévisible. Mais dans le cas des missiles balistiques, à moyenne ou à longue portée, c'est une toute autre histoire. On pourrait dire que le temps prend une dimension plus secondaire puisque le gros problème, c'est plutôt la vélocité. Les missiles balistiques modernes sont essentiellement des fusées avec des bombes attachées dessus. Ils peuvent quitter l'atmosphère pour ensuite retomber sur leur cible à plusieurs milliers de kilomètres/heure. Plus la portée est longue, plus la vitesse est grande, ce qui complique considérablement l'interception. On passe donc à une toute autre famille d'intercepteurs. Des systèmes comme le S-400 russe, le Patriot et le THAAD américain, le Arrow en Israël ou la famille Aster en France. Ces systèmes de défense sont développés pour protéger contre les missiles balistiques à moyenne et à longue portée, les missiles de croisière ou même les avions ennemis. Leur efficacité réelle est un sujet qui fait débat puisqu'ils sont rarement testés en dehors d'un contexte de simulation. Et lorsqu'ils le sont, les résultats sont plutôt mitigés. Prenez par exemple le Patriot, c'est un système originalement conçu pour abattre des avions. Mais pendant la guerre du Golfe, les Américains ont réalisé qu'ils pouvaient aussi l'utiliser pour intercepter des missiles Scud lancés sur l'Arabie saoudite par l'Irak de Saddam Hussein. Les États-Unis ont vanté sans arrêt les multiples interceptions du système qui aurait présenté un taux d'efficacité frisant les 80%. Mais en février 1991,
le public américain découvre tragiquement que les choses ne sont pas si simples quand un missile irakien de type Scud explose sur une base militaire en Arabie Saoudite, tuant 28 soldats américains. Le fameux Patriot n'a pas su intercepter le missile. On comprendra plus tard que c'était une erreur de logiciel et de calibration des instruments, une question de fraction de seconde. C'est un peu une leçon sur l'efficacité réelle des systèmes antimissiles. On réalise que les missiles qui sortent de l'atmosphère ont trop de vélocité, donc il faut essayer de les intercepter plus tôt et plus haut, idéalement à leur altitude terminale, au moment où ils sont lents et vulnérables. Entre donc en scène le THAAD, le système de défense antimissile à haute altitude. Le THAAD a pris des décennies à développer et c'est surtout le projet de Ronald Reagan qui voulait trouver un moyen d'intercepter les missiles soviétiques. Lorsque les limites du Patriot sont devenues évidentes face aux missiles à moyenne et à longue portée, le projet THAAD a pris une nouvelle importance et les Américains ont accéléré le développement. Alors que le Patriot essaie d'intercepter les projectiles dans leur phase terminale, le THAAD est basé sur une interception à haute altitude, avant que le missile ne prenne la vitesse. Après de nombreux échecs dans les phases initiales de test, le système serait aujourd'hui opérationnel et on prétend même qu'il y a un taux d'efficacité de 100%, avec 16 interceptions en 16 tentatives. Mais ça, ce sont des tests. Il est difficile de savoir ce que ça vaut vraiment. En fait, il y a des gros doutes sur les capacités réelles en situation de conflit. Parce que d'abord, il risque d'y avoir plusieurs missiles en même temps, plutôt qu'un seul à la fois. Ensuite, ces missiles peuvent facilement déployer des contre-mesures qui rendent très difficile leur interception. Finalement, il y a toujours moyen d'exploiter les faiblesses du système. Prenons le THAAD déployé en Corée du Sud, par exemple. D'abord, il y a une portée très limitée d'à peine 200 km. Ensuite, pour intercepter une cible, il faut qu'elle atteigne une altitude minimale de 40 km, ce qui veut dire que pour vaincre les défenses du THAAD, la Corée du Nord n'aurait qu'à rester en dessous en lançant ses missiles sur une trajectoire plus directe, moins balistique. Les projectiles seraient trop bas pour le THAAD et trop rapides pour le Patriot. Donc autant que possible, on tente de développer des solutions et c'est une véritable course technologique pour obtenir un avantage sur l'adversaire. Mais il n'y a pas de miracle. La défense antimissile, c'est extrêmement difficile et les résultats ne sont pas garantis. Parce que même si vous trouvez un moyen de positionner correctement votre système, que la cible est sur une trajectoire parfaite pour une interception et que tous vos instruments sont bien calibrés, souvent, c'est quand même le missile offensif qui a l'avantage, parce qu'il peut toujours déployer des contre-mesures. Pour lancer un missile intercepteur, il faut savoir ce qu'on vise, puisque le missile ne peut pas changer sa cible une fois en vol. Donc il faut d'abord savoir trouver l'ogive parmi l'amas de leurres et de débris. Et ça, c'est très difficile. Les missiles modernes peuvent déployer des leurres tellement réalistes qu'il est presque impossible pour le radar d'identifier la vraie ogive. Même dans des conditions optimales, ça peut prendre de longues secondes qui sont cruciales pour l'interception. Le THAAD envoie plusieurs missiles à la fois pour pallier à ce problème, mais ça reste un défi énorme. En fait, depuis plusieurs années, il y a un débat très sérieux autour de la pertinence même de la défense antimissile. Au niveau technique, pour les missiles à longue portée, certains experts doutent que c'est possible. Les tests sont hautement scriptés, les interceptions réussies sont rares, et dans les dernières années, plusieurs attaques de missiles ont réussi, malgré des systèmes de défense. Prenez l'Arabie Saoudite par exemple, elle opère le Patriot, le THAAD, et a même signé une entente pour se procurer le S-400. Mais quand même, le royaume est constamment frappé par des attaques de missiles qui sont très rarement interceptées, puisque les attaques utilisent souvent des missiles de croisière qui volent très bas. Aucun des systèmes n'est en mesure d'intervenir. On parle de milliards de dollars engloutis dans une expérience aux résultats pour le moins douteux. Donc si ça coûte cher, que c'est inefficace et que les technologies offensives sont toujours en avance, pourquoi continuer à investir massivement? Une question légitime. Il faut savoir que c'est relativement récent comme technologie. Les premiers systèmes sont entrés en fonction au début des années 90 et déjà on assiste à des percées majeures qui ont le potentiel de changer la donne.
En 2007, la Russie a mis en service le S-400, qui est une sorte de combinaison du THAAD et du Patriot en un seul système. Le S-400 est reconnu comme étant très performant pour intercepter des missiles, même s'il a été conçu pour les avions. C'est désormais une référence mondiale et le S-500, la prochaine génération améliorée, est déjà une étape avancée de son développement. Il faut dire que la promesse de la défense antimissile est formidable. En théorie, un pays qui la maîtrise devient pratiquement intouchable. La dissuasion nucléaire ne s'applique pas à lui et il peut agir en toute impunité. Un bouclier antimissile impénétrable, c'est carrément échec et mat dans la joute stratégique. Donc malgré les défis, on assiste au cours des dernières années à un réinvestissement mondial qui prend des proportions démesurées, tout ça pour développer le Saint Graal. En Russie, on développe des missiles hypersoniques avec l'intention de percer les systèmes de défense les plus avancés. En Chine, on investit des milliards pour déployer une capacité antimissile le long de la côte, rivalisant celle des États-Unis. À Washington, le Pentagone a un dilemme, soit continuer à travailler sur les systèmes existants qui ont des limites évidentes, ou encore recommencer à zéro avec une nouvelle génération d'intercepteurs. Ce sont des programmes tellement coûteux qu'il faut absolument choisir. Il faut dire que les technologies émergentes en matière de défense antimissile sont pour le moins intéressantes et la création d'un tout nouveau système pourrait être une bonne décision. Les armes laser présentent un potentiel majeur et la présence de constellations de satellites en basse orbite, tels que Starlink, ouvre la porte au déploiement d'un système global basé sur la technologie laser. Ça peut avoir l'air tiré par les cheveux, mais c'est exactement ce que Ronald Reagan avait proposé durant les années 80 avec le fameux projet Star Wars. C'était vu comme de la pure science-fiction, mais aujourd'hui, la technologie est sur le point d'être disponible, donc il faut le considérer. Finalement, vous avez la possibilité d'une cyberattaque pour saboter le missile, que ce soit avant ou après le lancement. En fait, c'est une stratégie de plus en plus utilisée par les Américains. Ils réussissent régulièrement à saboter des tirs de missiles iraniens et nord-coréens en les faisant soit exploser au décollage, soit quelques secondes plus tard. Il se pourrait très bien que le principe de frapper une balle avec une autre tire à sa fin. Les armes laser sont déjà déployées sur beaucoup de navires et d'ici 10 ou 15 ans, il ne serait pas surprenant qu'on soit dans un nouveau paradigme en matière de défense antimissile. Et tout ça donne naissance à un débat polarisant, puisqu'on parle de sommes gigantesques et d'engagements sur des dizaines d'années. Pour certains, il vaut mieux abandonner entièrement le développement des intercepteurs traditionnels pour se concentrer sur les nouvelles technologies. Les systèmes actuels sont rudimentaires et ont déjà englouti des milliards de dollars. Il faut miser sur une révolution. Mais pour d'autres, c'est trop risqué. Ça pourrait prendre des décennies et on ne sait pas quand le prochain conflit va survenir. Si les systèmes actuels peuvent stopper ne serait-ce qu'un seul tir de missile sur un centre de population, alors leur place est justifiée et on devrait les améliorer autant que possible. Bref, la conclusion, c'est que la défense antimissile, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Quand on voit des images du dôme de fer en Israël, on a l'impression que c'est presque un bouclier impénétrable. Mais la réalité est bien différente. Chaque projectile présente son défi et les systèmes actuels sont essentiellement des expériences en développement. Les marchands d'armes aiment bien prétendre qu'ils détiennent la clé, mais les boucliers antimissiles restent encore une technologie du futur, bien plus qu'une réalité actuelle. En terminant, je vous pose une question. À votre avis, quelle est la technologie militaire du futur qui va avoir le plus d'impact au cours des prochains conflits? Il faut dire qu'il y en a énormément, donc j'ai très hâte de lire vos prédictions. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.